Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. On va parler aujourd'hui de l'implication de Label dans la Biennale internationale d'architecture. Mais d'abord, c'est quoi Label? La Belle Architecture, c'est un bureau qui a été justement créé plus ou moins au moment de la Biennale en 2006 avec deux partenaires, Michel Lefebvre et Jean-Didier Bergillet. On ne veut pas faire une architecture contemporaine. On essaye de quand même travailler beaucoup avec notre environnement, avec le contexte dans lequel on est. On essaye de le réinterpréter pour faire émerger quelque chose de différent. Pourquoi avoir voulu prendre le commissariat d'une Biennale d'architecture à Venise? C'était vraiment une opportunité à l'époque. C'était en 2006 et c'était la première fois que le commissariat de la Biennale de Venise passait par un appel à projet. Et nous, on n'avait presque rien fait, quoi. On s'est retrouvés à un moment donné avec l'appel d'offres qui arrivait, on n'avait rien, pas grand-chose d'autre à faire et on s'est dit, voilà, c'est une opportunité, quoi. Et voilà, par hasard, on a été choisis. Quel était le propos que vous avez défendu? On était dans un contexte où la culture architecturale était quand même très peu développée. Il y avait quand même eu des petits soubresauts 2-3 années avant. Donc il y avait le livre blanc Qui a peur de l'architecture qui venait de sortir. Il y avait l'exposition Renouveau plaisir d'architecture qui avait été lancée. Les éditions A16 dont je faisais partie, on venait de lancer avec le CIVA une collection sur les architectures émergentes ou les zones d'architecture en Belgique. Et donc on sentait que les choses commençaient sensiblement à bouger. C'était en 2006 et c'était la première fois que le commissariat de la Biennale de Venise passait par un appel à projet. C'était la première fois qu'il y avait aussi un appel public où on pouvait, en tant que jeune bureau, avoir explicitement accès à ce type de marché, entre guillemets. Et nous, on n'avait presque rien fait, quoi. On venait de s'installer dans des bureaux avec la maison d'édition A16. Il y avait les membres de la Belle Architecture, donc c'était Thibaut Rome, Michel Lefebvre et moi-même. Il y avait les membres à l'époque de A16, Véronique Paté et moi. L'équipe de Please Let Me Design donc comme graphiste. Et puis on s'était entouré de plus jeunes architectes encore que nous. Et donc il y avait Carlo Menon, Marie-Cécile Guyot, Aurélie Lefébure. On se disait qu'on avait a priori les compétences pour le faire. Alors c'était sans doute un peu naïf de notre part de se lancer à corps perdu là-dedans, mais c'est ce qu'on a fait. Globalement, le discours culturel sur l'architecture à l'époque était écrasé par la starification des architectes. Et à contrario, en Belgique, et en Belgique francophone en particulier, bon, ces stars architectes n'existaient pas d'une part, mais on avait une tendance à regarder nos territoires et la production de ces territoires de manière assez négative. On ne voulait pas vraiment condamner comme ça cet environnement et on voulait essayer de chercher les raisons pour lesquelles finalement on s'y trouvait quand même bien. Et c'est en ça qu'on proposait de manière un petit peu caricaturale cette idée de la beauté de l'ordinaire. Ça s'est concrétisé de manière générale avec 3 dispositifs distincts. Il y avait l'installation dans le pavillon. On n'exposait pas vraiment de l'architecture, c'était une expérience spatiale, un espace labyrinthique avec une grande pièce centrale qui prenait la forme de la Belgique avec une photo aérienne. Et tout autour, il y avait une forme d'ambiance labyrinthique dans la pénombre qui donnait accès à des alcôves dans lesquelles il y avait la projection de 3 films ou un film triptyque de Stéphane Liberski. Stéphane, en fait, ses films, ce sont des plans fixes où il ne se passe pas grand chose et il a travaillé le son, la musique, et a amplifié les sons. Et tout d'un coup, ça donne une autre perception aussi. Puis le deuxième volet, c'était le catalogue en tant que tel, qui reprenait toute une série de participations d'acteurs de l'architecture, mais aussi d'autres champs, que ce soit sociologues, philosophes, écrivains, cinéma. Et puis un folder dans lequel on avait fait une sélection de photographies du territoire belge qui étaient distribuées comme encart dans un quotidien belge. Et donc le week-end du vernissage, tous les foyers belges francophones qui achetaient ce quotidien pouvaient avoir ce folder chez eux. C'était sport parce qu'on n'avait pas des moyens énormes et donc on a fait énormément de choses nous-mêmes. On a pris un avion Ryanair avec Michel, avec des câbles dans une valise pour aller câbler l'éclairage sur place. On dormait dans le pavillon, on a peint le pavillon nous-mêmes. On travaillait avec une équipe aussi d'étudiants ou bien de jeunes diplômés qui nous ont assistés et qui nous ont aidés. Ça nous a apporter quand même une visibilité. Par rapport au contenu lui-même aussi, qui s'est petit à petit, me semble-t-il, disséminé à différents niveaux. On a réexposé la beauté de l'ordinaire aux botaniques. Et alors il y a aussi une mission à Shanghai où on est partis tous les 4. Ça a été 3 mois très intenses. C'était très court, il faisait très chaud, il y avait énormément de moustiques.
Et après le vernissage à la duveule, on était mort. Est-ce qu'on peut dire que la beauté de l'ordinaire se retrouve dans votre architecture? Un bon exemple, c'est un bâtiment, un centre ADEPS à Loverval. Tu as déjà fait une émission sur la première phase. La deuxième phase était en cours de chantier. Maintenant, elle est terminée. Donc, je peux t'inviter de venir visiter cette deuxième phase. Si tu te rappelles, en fait, c'était un bâtiment, un hall sportif relativement banal, existant, où on est venu créer des extensions. Et pour nous, c'était assez difficile de se dire, tiens, on a un bâtiment voilà, qui date des années 70, une architecture en tôle ondulée, comme ça, assez banale, et de venir replacer là à côté un bâtiment tout moderne, neuf, beau, et d'avoir une confrontation, Corinne le disait d'ailleurs dans le reportage, un truc moche à côté d'un truc beau. Et donc on a joué un peu sur le vocabulaire de ce bâtiment en le détournant, en le transformant, pour en faire quelque chose de plus. Quoi. Enfin, la somme des deux représente plus que cette simple addition. Quoi. Et donc là, voilà, cette banalité devient aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc je crois que ça c'est un bon témoignage de ce que la beauté de l'architecture, la beauté de l'ordinaire a pu amener à l'architecture, de la belle architecture. Quoi. Ça date à 2010. Il y a eu un premier projet qui n'a pas été... et c'est pas celui-là qu'on a fait. Non, non. Heureusement parce que je l'aimais pas. Mais Corinne était déjà dans le jury. Ouais. Et puis je sais pas comment on a réussi à gagner ce concours. Hein, on n'avait pas ta voix, je crois. Non. Et puis, pas pour ce projet-là, celui-ci, oui, mais le projet que tu avais proposé ouais. à cette année, c'est... Mais bon, on avait quand même remporté le marché. Et il n'y avait pas les sous à ce moment-là, la communauté. Ça a été 3 ans en stand-by, et puis on a dû tout revoir. Et il y a 33 ans, il n'y avait rien du tout de tout ça. Il n'y avait qu'une partie là-bas à Hall de Sport. Puis on a ouvert un internat pour qu'on puisse accueillir les enfants pendant l'année et pendant les vacances. Donc l'ancienne ferme qu'on va visiter après, c'était une ancienne ferme qui appartenait au prince de Mérode et qui dépendait de l'Institut Notre-Dame, le château qui est à côté. Donc on a ouvert, ça c'est en 85, on a ouvert l'internat. Le hall de sport en 78, en 85 on a ouvert un internat, mais il n'y avait pas du tout ni le beach volley, ni le nouveau bâtiment qu'il y a de l'autre côté. Puis tout doucement, voilà, on a augmenté la capacité, il y a eu beaucoup de demandes, donc on était limité avec les offres, donc on a augmenté l'offre et puis voilà. On n'avait pas ce bâtiment-ci, ce volume-ci n'y était pas. Dans ton premier projet? Dans le premier projet, il n'y avait pas. Et donc on exploitait le volume, enfin la grange différemment. Et c'est en revoyant le programme, en rationalisant un peu les fonctions, qu'on a réussi à rentrer toutes les fonctions là-dedans. Restaurant. Et libérer encore de l'espace pour la salle polyvalente. Ça vient jusqu'à les trucs jaunes, tu crois? Ça c'est le truc. Ça c'est le niveau inférieur de la dalle. Donc là, on rajoute 75 cm de béton. Et donc, attends, où tu as le truc jaune, ça va continuer jusque-là. Ouais, mais dans l'alignement de ça, dans l'alignement du voile là, devant. dans l'alignement du voile là, Là, et on dans est l'alignement ici. Donc les trucs jaunes, ils sont trop loin là. Ouais, ton coffrage, ils ne l'ont pas fait circulaire non plus. Hein. Pour le trou circulaire, ils font le coffrage un peu plus large, et puis ils vont venir remettre des planches pour retenir la dalle quoi, là au-dessus. C'est une salle qui date de 78. Ici, tu vois les vieux machins. Non, le plancher, il est 88 le plancher. 78 la construction de la salle ici. Oui, 78. Et ici, c'est un tout bon plancher, je ne sais plus ouvrir. Parce qu'en fait, il y a 3 sous-structures sur ce plancher-ci. Et comme à l'époque, il y avait le Spirou qui venait s'entraîner ici tous les jours, 2 fois par jour même, il fallait un super plancher. Et il tient encore, donc il date de 88, il va avoir 30 ans. Quand on nous a demandé de venir recréer une extension à ce hall, ça nous semblait, comment dire, on se voyait mal venir faire un bel objet à côté du hall existant, d'un allée machin, et d'avoir cette espèce de confrontation entre une moche architecture et une belle architecture. Et donc on a plutôt pris le pari de faire une extension en mimant le bâtiment existant. Thibaut vient de nous dire, il y a 30 secondes, que dans la nouvelle salle, il voulait que ce soit la même chose que celle-ci. Or, on a du bois en haut et du bois latéralement. Et de l'autre côté, il veut mettre ça en blanc. Et moi, je souhaiterais que ça reste en bois pour faire l'identique de ceci. Béton, bois. Donc,
Il ne fait pas ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu mettre de bois à l'extérieur. Mais je comprends pas, bois à l'extérieur, où? Mais sur la façade de l'extension, puisqu'on veut que ce soit aussi la même chose que dans le... On n'a pas de bois à l'intérieur ici, on n'a pas de bois à l'extérieur ici. Non, mais Eh ben derrière le alors. PDM, c'est des panneaux en bois. Et donc, nous, on a voulu Pourquoi tu mettre me parles de l'architecte des façades en bois à l'extérieur, là. Mais la communauté française ne veut pas entendre parler d'un bardage bois en façade. Et donc, on Oui, a mais moi je te recouvert le parle de bardage bois l'intérieur. L'intérieur ici c'est béton bois et là-bas tu veux me faire béton couleur. béton, bois et blanc. Bois blanc, Non, mais ouais. ici c'est bois bois. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur. Mais de Dieu, l'extérieur, je m'en fous, c'est à Mais l'intérieur. oui, mais on voulait que l'extérieur soit la même que l'intérieur. Quand on fait des interventions qui sont nécessaires, comme les fenêtres dans l'extension future, eh bien on les applique aussi sur le bâtiment existant. Donc on a toujours ce jeu de va-et-vient qu'on a poussé jusqu'à recréer des façades intérieures à l'extérieur. Hein, comme si on était venu amputer des morceaux de bâtiments, puis on les a retournés. De manière à avoir cette confusion entre l'intérieur et l'extérieur. Ça fait pas fini, ce machin blanc qui ressort, ça va ressortir même après ma pension. Mais dans 3-4 ans, c'est fini. Dans 3-4 ans, On verra, vous revenez dans 3-4 ans. Et puis tu vas avoir les clôtures blanches. Et ça, ok, ça c'est beau, la passerelle, tout ça c'est beau, c'est bien. Mais ça, c'est pas beau. Tu ça, c'est verras, pas fini. à la fin, tu vas bien aimer.